Amiral Jacques Langsade, bonjour. Bonjour. Alors vous êtes l'ancien chef d'état-major des armées, mais aussi ancien ambassadeur de France à Tunis et actuellement président d'honneur de la Fondation méditerranéenne d'études stratégiques. Alors merci de nous recevoir, nous allons aujourd'hui profiter de votre expérience pour parler du dossier de la Libye, très à l'actualité en ce moment. Alors pouvez-vous nous donner votre analyse, votre sentiment sur qu'est-ce qu'est en train de faire l'ONU en Libye et que font les Occidentaux, quelle part prennent les Occidentaux à la situation en Libye? D'abord, moi, je voudrais dire que la situation libyenne, elle est caractérisée par l'opposition entre deux parties de la Libye, qui sont la Tripolitaine et la Cyrénaïque, qui sont deux régions avec la même religion, les mêmes caractéristiques ethniques, mais qui sont d'une certaine façon de cultures différentes. La Cyrénaïque appartient plutôt au Mashrek, c'est-à-dire ça comprend l'Égypte, alors que la Tripolitaine est plutôt du côté du Maghreb. Et je crois qu'il faut avoir conscience de cette différence culturelle. Alors la Libye est un pays, on ne peut pas dire une nation, mais un pays de constitution relativement récente, et elle a été tenue par le régime très autoritaire de Kadhafi. La disparition de Kadhafi dans les conditions qu'on connaît a évidemment rompu ce lien un peu artificiel qui avait été mis entre la Cyrénaïque et la Tripolitaine. Alors là-dessus, c'est mis en place une guerre civile, et comme toujours dans les guerres civiles, si ça dure, si on ne trouve pas de solution politique, ce sont les partis les plus extrémistes qui prennent le dessus. Alors on a eu les milices, on a eu les islamistes, et puis maintenant on a Daesh. Bon, et tout ceci crée une situation d'affrontement, de chaos en Libye qui est assez impressionnante. Alors aujourd'hui, la communauté internationale, et particulièrement les Européens, souhaitent que la situation se rétablisse parce que le désordre libyen a introduit d'une part un développement et des facilités et des soutiens au mouvement islamiste, notamment dans toute la zone du Sahel, d'où l'intervention de la France dans ce qu'on appelle l'opération Barkhane aujourd'hui au Mali, maintenant élargie, et puis d'autre part tout le problème des migrations. Migrations qui ne sont pas principalement d'ailleurs des migrations libyennes, mais qui sont des migrations qui viennent d'autres pays d'Afrique qui sont eux-mêmes en difficulté. Et donc l'Union européenne a un vrai intérêt à ce que la situation se rétablisse et qu'on contrôle, et qu'un État libyen, une autorité libyenne contrôle les frontières avec l'Europe, enfin la frontière maritime en tout cas avec l'Europe, y compris avec la Tunisie, parce que la Tunisie est mise en danger par la situation libyenne. Et c'est un peu analogue à ce qui se passe en Syrie, si vous voulez. Bon, ce sont deux crises assez différentes, même si leurs origines sont à peu près les mêmes. Mais aujourd'hui, fondamentalement, les Européens veulent que la situation se stabilise. Oui, mais alors justement, aujourd'hui, nous avons à l'ouest Tripoli un gouvernement d'union nationale autour de Al-Sarraj qui semble recevoir le soutien des Occidentaux. Et puis à l'est, nous avons Tobrouk avec le général Haftar. Mais finalement, entre les deux, lequel est légitime selon vous? Je pense que celui qui est le plus légitime, c'est le gouvernement de Tripoli. En tout cas, c'est celui que reconnaît la France, l'Union européenne et plus généralement la communauté internationale, les Nations Unies. Le gouvernement qui est à Benghazi et qui est soutenu
je dirais, contrôlé d'une certaine façon par le général Haftar, est un gouvernement qu'on pourrait presque qualifier de dissident. Bon. Oui, mais est-ce qu'il ne représente pas une partie de la population importante? Est-ce qu'il a des soutiens? À mon avis, le général Haftar et le gouvernement qui est installé, enfin, l'autre gouvernement installé dans la région de Benghazi, représente effectivement ce que je disais tout à l'heure, cette partie de la Libye qui est la Cyrénaïque. Et il est assez clair que Haftar est soutenu par les Égyptiens, parce que d'abord c'est le Machrek, et pas le Maghreb, et d'autre part il y a une certaine confiance dans la qualité d'Haftar, son aptitude à tenir le pays, ce qu'attendent les militaires qui sont au pouvoir en Égypte. Oui, c'est ça, parce que le général Haftar se verrait vraisemblablement un petit peu comme un autre maréchal al-Sisi, qui pourrait être l'homme fort du pays. C'est très clairement ce qu'il a en tête. Il ne l'affiche pas comme ça, mais ce qu'il a en tête, et en fait, il voudrait s'appuyer sur ce qui était le gouvernement dissident installé en Cyrénaïque pour, à partir de là, faire ce mouvement que vous dites pour devenir le plus haut dirigeant libyen ultérieurement. Mais on en est encore très loin. Et alors pourquoi est-ce que l'Occident, selon vous, soutient le gouvernement de Tripoli? Je pense que on est engagé là dans un processus qu'on voudrait qualifier de démocratique. C'est-à-dire que le gouvernement installé à Tripoli est issu d'élections qu'on a considérées comme satisfaisantes, etc. Ça fait partie de notre façon, à nous, occidentaux, de voir les choses sans regarder de plus près quelle est la réalité politique sur le terrain. Très clairement, on s'est engagé aux côtés de ce gouvernement qui s'est maintenant installé à Tripoli, dans des conditions d'ailleurs extrêmement difficiles. On a décidé de le soutenir. Alors, qu'est-ce que va faire Haftar et qu'est-ce que va faire le gouvernement? Actuellement, je pense qu'il y a une lutte de vitesse, notamment face à Daesh. Celui qui l'emporterait sur Daesh apparaîtrait comme le sauveur du pays. Enfin, vous voyez, je pense qu'il y a ça dans la tête à la fois de l'Est et de l'Ouest de la Libye. Alors justement, Daesh, on dit qu'il y a 5 à 6 000 combattants djihadistes de Daesh en Libye, dans la région de Sirte. Qu'en est-il de la situation? Est-ce que ça évolue? La situation évolue vis-à-vis de Daesh? Est-ce que Daesh est un danger? Ou est-ce qu'il est en passe d'être maîtrisé? Je ne crois pas que Daesh soit un danger très, très grave. On ne peut pas laisser Daesh se développer, parce que le risque dans des situations de chaos comme ça, c'est que les partis les plus extrémistes finissent par prendre le dessus. C'est ce qu'on voit dans la région tenue par Daesh en Syrie. Mais les Libyens sont des gens modérés. Ils n'ont pas, enfin, ils sont partisans d'un islam modéré, donc ils ne sont pas du tout favorables aux islamistes et aux idées de Daesh, pas du tout. Daesh s'est développé à cause du chaos, mais je pense que Daesh est condamné en Libye. Je pense que les Libyens eux-mêmes élimineront Daesh. Peut-être faudra-t-il à un moment donné les aider pour qu'ils le fassent, notamment par l'aviation. Actuellement, on a décidé de le faire par la livraison d'armes, la levée partielle de l'embargo. Mais je pense que Daesh est condamné en Libye. Alors quand? Est-ce que ça va prendre 1 mois, 6 mois? Je n'en sais rien. Enfin, c'est cet ordre-là, c'est pas beaucoup plus que ça. Alors que pensez-vous justement de la proposition toute récente de la levée de l'embargo des armes pour le gouvernement d'union nationale de Tripoli? Cette levée de l'embargo est dans la logique de la communauté internationale. On soutient un gouvernement, ce gouvernement a besoin de reconstituer son armée,
Bon, je pense qu'en arrière-pensée, il y a cette idée que ça lui donnera, ça rééquilibrera le poids vis-à-vis d'Haftar, et qu'à ce moment-là, ce gouvernement pourra s'imposer au terme de négociations, d'un compromis qui est encore à trouver. Ouais. Et est-ce que vous pensez que la Libye a en son sein actuellement une administration, une élite ou des personnes qui sont à même de construire l'unité du pays, sa stabilité? La difficulté en Libye, c'est que c'est un pays qui est encore un pays organisé de manière tribale, et l'importance des tribus est assez considérable. Kadhafi avait réussi par un système autoritaire à réunir ces tribus sous une même férule. C'est à partir du moment où il n'y a plus de régime autoritaire, c'est un équilibre des forces qui se fait entre les milices qui elles-mêmes relèvent des différentes tribus. Ceci étant, il y a des élites libyennes qui sont de grande qualité et qui devraient pouvoir créer quelque chose politiquement, qui soit politiquement viable. Mais c'est trop tôt. On est encore dans la lutte, dans la lutte de pouvoir. Après, il faudra, en admettant qu'à un moment donné, l'un des deux camps l'emporte, il faudra que ce camp s'affirme, que l'administration se remette complètement en place. Il y a des choses étranges quand même qui fonctionnent. Par exemple, ils ont décidé, les deux gouvernements qui s'opposent ont décidé de remettre de l'ordre dans la gestion du pétrole. Oui, ils ont réussi à se mettre d'accord, tout à fait. Voilà. Oui. Et donc, ça veut dire qu'il y a cette capacité. Le problème, c'est qu'il faudra un moment... Et alors, ils le font parce qu'ils ont besoin d'argent. Et qu'ils ont besoin d'argent pour acheter des armes et pour faire ça. Bon, très bien. Mais après, il faudra, dans un deuxième temps, trouver le bon compromis. Alors, qui l'emportera? Moi, aujourd'hui, je ne suis pas assuré que ce soit le gouvernement de Tripoli. Oui, alors du coup, quelles sont les perspectives pour la Libye et quels sont les risques pour l'avenir de la Libye? Je crois que ce qui est inquiétant pour nous, en tout cas, et pour l'Afrique sahélienne aussi, pour la Tunisie, c'est le maintien d'une insécurité, aujourd'hui c'est une sorte de chaos, une guerre civile larvée qui se perpétuerait en Libye a de graves inconvénients sur les migrations, sur la situation sécuritaire dans tout le Sahel, sur la menace sur la Tunisie. Enfin, vous voyez, tout ça, c'est ça qui est grave. Les Libyens eux-mêmes, évidemment, souffriront de cette possibilité. Mais enfin, pour l'instant, la situation, disons, humanitaire en Libye, elle n'est pas tragique. Mais malgré tout, y a-t-il un risque de partition de la Libye? Ah, le risque de partition, oui. Moi, je pense que si il n'arrive pas à un compromis entre Tripolitaine et Cyrénaïque, c'est pas du tout impossible qu'il y ait une coupure. Alors le problème se posera de savoir qu'est-ce qui se passe avec les gens du Sud, parce qu'il y a une troisième partie dont on parle peu, qui est une partie qui est assez proche de la culture sahélienne, si vous voulez, qui appartient au Sahel. À ce moment-là, est-ce que c'est en deux ou est-ce que c'est en trois que la Libye se partagerait? Moi, je crois que la partition, elle n'est pas inscrite aujourd'hui dans les perspectives, mais elle n'est pas du tout impossible. Et alors la Tunisie voisine, quels sont les intérêts et les enjeux en fait pour la Tunisie à côté de la stabilité ou de l'avenir de la situation en Libye? Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que la population tunisienne, en particulier la population du sud de la Tunisie, et la population tripolitaine sont très très proches. Il faut se souvenir qu'au début de la guerre civile libyenne,
il y a eu un très très grand nombre de réfugiés qui sont partis de Tripoli et qui sont installés dans le sud tunisien. Et les populations tunisiennes les a accueillis de manière exceptionnelle. Je pense qu'il y a eu là une solidarité, avec une solidarité de culture. Ce sont les mêmes populations. Elles sont séparées par une frontière, cette frontière ne bougera pas, mais ce sont la Tripolitaine et la Tunisie, c'est vraiment très 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 proche. Et d'ailleurs, les relations politiques et économiques étaient très fortes, et les relations économiques sont encore très fortes. Donc, pour la Tunisie, ce qui est préoccupant, c'est l'insécurité qui règne en Libye, ce qui fait qu'on ne contrôle pas les mouvements des islamistes, et qu'il y avait des groupes islamistes qui sont passés en Tunisie et qui sont venus rejoindre d'ailleurs des islamistes tunisiens. Donc tout ceci a créé, en particulier dans le sud de la Tunisie, et on l'a vu en termes de terrorisme dans le nord de la Tunisie, une grave menace pour ce pays. Ce pays aujourd'hui souffre de cette insécurité parce que ça a notamment porté un coup terrible au tourisme, qui était une des ressources de la Tunisie, et une ressource à la fois en devises, mais aussi en termes d'emploi. C'est-à-dire que toute une partie non négligeable de la population était employée dans les hôtels tunisiens. Dès lors que ces hôtels ne fonctionnent plus, le chômage et donc la situation sociale tunisienne se dégrade. Donc pour la Tunisie, c'est très, très important. Ce qui a été assez rassurant ces derniers temps, c'est que il y a eu cette action d'un groupe terroriste sur Ben Gardan. Ben Gardan, c'est une cité du sud de la Tunisie, et tout le monde l'opinion internationale a été frappée par le fait que la population de Ben Gardan a soutenu l'action du gouvernement tunisien contre les islamistes. Autrement dit, on voit assez clairement que même le sud tunisien n'est pas ouvert au mouvement islamiste type Al-Qaïda ou Daesh. Et ça, c'est assez réconfortant pour l'avenir. Et donc, vous disiez en début d'entretien que les Européens, en fait, ont tout intérêt à voir se stabiliser la situation pour notamment gérer la question de la migration. Parce qu'en effet, on parle de 800 000, peut-être d'1 million de migrants, entre guillemets, sur les starting blocks, prêts à débarquer sur les côtes européennes. Donc il y a la question de la migration et du terrorisme, de l'islamisme. La situation libyenne doit être stabilisée, effectivement, pour deux raisons. La première, c'est le terrorisme, à mon avis, parce que ce terrorisme menace non seulement la Tunisie, voire l'Algérie, mais évidemment l'Europe, l'Union européenne, mais menace également toute l'Afrique sahélienne. D'où l'intervention française, Barkhane, qui a commencé au Mali, qui maintenant s'est étendue pratiquement jusqu'au Nigeria. Donc ça c'est tout à fait important. Quant aux migrations, il faut qu'il y ait un pouvoir régalien en Libye qui puisse contrôler sa frontière maritime. Bon, c'est ce que faisait Kadhafi, c'est ce qui a disparu à partir de 2011, et c'est ce qui nous crée de grandes difficultés. Sachant que les migrants dont il s'agit ne sont pas des Libyens. Enfin, il y a sûrement des Libyens, mais ce sont des Africains de l'Afrique saharienne ou subsaharienne. Merci beaucoup, Amiral Jacques Langsade, pour votre analyse.